Bienvenue à Kanyama. KCC qui parle KCC parle de beaucoup d'activités qui sont en train de s'y développer. Mais dans le cadre de cette descente, le focus, ça a été mis sur la récolte, la campagne agricole 2024-2025 est en cours. Et nous, on a profité de cette occasion pour faire un break. On se pose, on essaye de parler du service national, d'où il vient. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Qu'est-ce qui va être fait dans le prochain jour? Donc, nous avons profité de notre descente ici sur KCC, à Kanyama KCC, pour essayer d'évaluer le travail qu'abat le service national dans cette partie du pays, mais également à travers la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que nous, on va essayer de parler de tout cela avec le général, le lieutenant général de ce service, le commandant de ces services, dans le cadre de ce break, pour qu'on puisse nous expliquer d'où est-ce que ces services est parti. En tout cas, on ne remontera pas de sa création, mais on parlera peut-être, on commencera de 2019, où est-ce qu'on en est actuellement et quelles sont les perspectives d'avenir pour ce service national. C'est une émission qui sera divisée en deux parties. Moi, j'aurai le plaisir de vous présenter cette première partie, la partie essentiellement historique, et la deuxième partie, je vous laisserai découvrir l'autre confrère qui sera avec moi, qui va lui prendre un autre volet concernant les perspectives d'avenir s'agissant du service national. Alors, sans plus tarder, rejoignez avec moi le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. La dernière fois qu'on s'est quitté ici à Kanyama KCC, il était général-major. Et on le retrouve ici à KCC. Il est désormais lieutenant général. Lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, merci, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous nous donner cette occasion de vous retrouver ici sur ce site. Moi, je vais prendre une première partie parce qu'on a voulu faire un break. Ouais. C'est vrai qu'on est venu assister à la récolte, mais on voulait en profiter pour faire une petite évaluation du service national, de ce qui est fait depuis que vous avez pris le commande de ces services rattachés à la présidence de la République. On commence dès le début. Vous êtes là, vous arrivez, vous êtes nommé en 2018, 2019. Vous arrivez ici, vous trouvez quoi? Eh ben, j'ai été nommé pour la première fois commandant du service national, je crois, si ma mémoire est bonne, le 8 juillet 2018. Et j'arrive à Kanyama KCC pour la première fois le 28 août de la même année, en 2018, pour venir faire l'évaluation. Après avoir passé quelques jours à Minkao, parce qu'à Minkao, nous avons encore un autre site du service national. Arrivé ici en août, qu'est-ce que je trouve au service national? À Kanyama KCC, je ne trouve rien. Je trouve de belles terres non défrichées, je trouve de belles terres non exploitées. Je trouve les vestiges d'une ancienne ferme à l'abandon avec de la mitraille. Lorsque je fais un petit tour, je vais trouver quand même quelque chose qui m'intéresse, qui attire mon attention. Ces deux petits tracteurs John Deere 6110D. Ce sont des tracteurs de 110 chevaux. Mais les deux tracteurs sont en panne. Bon, je me dis, j'ai quand même l'ambition au regard de la qualité du sol que je vois, la météo, le climat, je me dis que j'essaie de faire quelque chose. Mais je n'ai pas de moyens à ce moment-là. Je vais décider, le premier élément, la première étape que je vais faire, c'est d'avoir quand même des équipements, une machine. C'est là que je vais cannibaliser les deux machines, les deux tracteurs, John Deere, pour en faire un. Je fais un tracteur qui est opérationnel, avec 1000 difficultés. Les accessoires comme on appelle discaro ou les accessoires pour labourer, de labour, je vais quelque part à Kilimo City. Nous avons baptisé Kilimo City. C'était une mitraille, un parc à mitraille, où il y avait des anciens cover crop, donc les disques de labour, abandonnés par les Belges à l'époque. Je vais quand même, je trie, je récupère, j'ai dit ça peut faire l'affaire. On commence à labourer. L'objectif que j'avais cette année, j'ai dit que Dieu m'aide à faire 50 hectares. Là, nous sommes en 2019. Nous sommes en 2018. Fin 2018. Oui. Nous sommes au mois d'août. J'arrive ici le 28, le 29, le 30, j'ai fait déjà cette évaluation. On commence à démonter, dépiécer les deux tracteurs pour en faire un. Nous sommes le 30 août. Vous cultivez sur combien d'hectares comme ça? Moi, j'avais l'ambition de faire 50 hectares. Parce que je n'avais ni intrant agricole,
Ni semences, ni pesticides, ni tracteurs, ni quoi. Je me dis quand même, je vais faire 50 hectares. J'avais vraiment la foi. Je cannibalise, je fais un tracteur qui devient opérationnel. Je prends les labours, les disques à labour là-bas. J'ai juste allé prendre dans une mitraille. Les autres avaient jeté. J'achète le roulement, j'achète les paliers, je mets, on essaie, ça va. On commence à travailler au bloc B. J'ai dit, faisons 50 hectares. Pendant que nous sommes en train de travailler, j'ai mis les gens qui travaillaient nuit et jour. Tu vois, c'est un petit tracteur qui n'avait la capacité de faire que 3-4 hectares par jour. Et je me dis, si on peut travailler nuit et jour, on peut arriver dans 10 jours à avoir les 50 hectares. Mais parce que les 50 hectares, il fallait les avoir prêts afin de nous permettre le 13, le 14, le 15, on commence à s'aimer. On commence à labourer. Mais il se pose un problème. Nous sommes en train de labourer. Où est-ce que nous allons trouver la semence? Où est-ce que nous allons trouver les engrais? C'est là que je vais mettre en jeu mes relations personnelles. Parce que moi-même, je suis déjà agriculteur, je suis fermier. Je sais où on trouve les engrais, je sais où on trouve la semence et tout. Je vais approcher les fournisseurs. Je lui dis, écoute, nous avons toujours travaillé avec toi. Tu le fais pour moi, mais tu peux le faire aussi pour ma structure. Je suis maintenant commandant du service national. Est-ce que tu sais nous avancer, nous donner quelques intrants agricoles? Et on va te payer petit à petit d'ici 2-3 mois. Il va accepter de me donner les engrais, la semence et les herbicides. Il dit, ça va venir d'Afrique du Sud pour une valeur de plus ou moins, c'était une valeur de plus ou moins, il dit, je peux te donner jusqu'à 150 000 $ de crédit, je peux te donner. Et vous vous engagez comme ça? Je m'engage sans savoir où est-ce que vous alliez trouver là. J'avais vraiment la foi, parce que je me disais, si je ne paye pas avec l'argent de l'État, je vais parler avec lui à la récolte, je vends, je rembourse. Toujours avoir un plan B ou un petit coup d'avance, en fait. Oui. C'est comme ça qu'il va accepter. Il dit, ok, les camions vont partir d'Afrique du Sud d'ici une semaine. Mais je me dis, une semaine, ça sera tard ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore un risque. Les collaborateurs sont témoins. Je prends des collaborateurs ici, je vais envoyer dans ma propre ferme. Parce que moi, je suis organisé, j'ai toujours les intrants pour 1 année, 2 ans. J'ai dit, je vais puiser dans mes stocks. Je cherche dans les trains de la SNCC. Quand ce que j'ai commandé va arriver, moi, je vais récupérer. Parce que la saison, dans ma ferme, commence à partir du mois d'octobre-novembre. Mais ici, c'est le mois de septembre. Donc, je n'ai pas le temps à perdre. L'agriculture étant une question de calendrier, du respect du calendrier, dépasser le délai, même si les intrants arrivaient, ça ne me servira à rien. C'est comme ça que je veux prendre ces intrants-là, qui arrivent, qui viennent de ma ferme. Au lieu de faire 50 hectares, vous imaginez, nous sommes arrivés à faire 200 hectares. Parce qu'en même temps, lorsqu'on fait les 50 hectares, je trouve que le sol est très bon. J'ai dit, mon Dieu, non, il faut que je fasse quelque chose de mieux que ça. Je mets encore dans un wagon, je mets 2 de mes tracteurs avec un semoir. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. J'ai dit, non, mais je peux préfinancer, même avec mes équipements, parce que si on produit au Kassai, le maïs coûte cher, déjà le mois d'avril, on peut récolter, on vend, on peut rembourser pour les intrants et tout. Si jamais le gouvernement ne me donne rien, on peut rembourser et on va créer un climat de confiance avec mon fournisseur. Il va commencer à nous avancer les intrants agricoles et on avance. À l'époque, je n'avais l'idée que bon, le maximum que je peux faire, c'est 200, 250 hectares. Et finalement, vous êtes arrivé à faire combien d'hectares? La première année, nous avons fait 200 hectares. On vient récolter, on a 1000 tonnes. Et les gens ici disent, non, c'est formidable, 1000 hectares, parce qu'ils n'avaient jamais produit 1000 hectares. C'est un miracle. Un miracle. Vous pouvez poser la question, ici à KCC, on n'avait jamais produit plus de 1000 tonnes. J'ai amené moissonneuse, batteuse, couseuse, balance, tout ça, les gens s'étonnent. Et cette année, je me dis, donc c'est jouable ici, il y a du potentiel. J'ai dit, cette année, on va faire 1000 hectares. Mais les gens m'avaient pris pour un fou. C'est là que je vais aller voir 2 membres du gouvernement. Je prends quand même le courage. Je vais leur dire, mais regardez, je viens de KCC, voilà le potentiel qu'il y a, voilà ce qu'on a fait. Je ne voudrais pas citer leur nom. Un ancien ministre du budget, un ancien ministre des finances. Celui du budget dit, non, je crois en toi, je sais que tu peux faire quelque chose, mais on peut te donner un peu d'argent, mais vous savez, on a déjà donné beaucoup d'argent, il n'y a pas de résultats. J'ai dit, voilà ce que moi j'ai pu faire. Ouais. Celui des finances, il était hésitant, il dit, ah, soda, on vous donne. J'ai dit, faites-moi confiance. Je vais faire 1000 hectares. Alors ils vont me chercher quelque chose, je n'ai pas pu faire 1000 hectares, je fais quelque chose comme 500 hectares. Et au fur et à mesure qu'ils voient, ah, mais c'est sérieux, il produit, on voit le produit sur le marché, et aujourd'hui... On va arriver à aujourd'hui, on reste avec, quand est-ce qu'intervient maintenant le président de la République, Félix Tshisekedi? Le président de la République intervient à un moment inattendu.
Je suis en train de me démener pour avoir un peu de moyens, à gauche, à droite, avec des difficultés, je travaille. Un jour, je suis ici, en pleine récolte. Je reçois un télégramme où on demande à tous les officiers généraux de se retrouver à Kinshasa en 2000, je crois juillet 2000, parce qu'ils ont eu une réunion avec le commandant suprême. Moi, je demande au chef de la maison militaire de l'époque, je m'excuse, j'ai dit, je ne sais pas quitter pour venir à la réunion, nous sommes en pleine récolte, c'est prendre un gros risque. Laisser ce travail, partir et revenir, avec les difficultés de transport, je risque d'arriver là-bas, je n'ai plus le moyen pour revenir ici. Est-ce que je peux demander qu'on me laisse travailler, on peut m'excuser? Il dit non, ça va, on comprend, vous êtes en pleine période de récolte. La réunion se termine. J'apprends que je suis cherché par le commandant suprême, par le président de la République. J'ai dit, ah, comment? Il me cherche. J'ai dit, ok. Il me dit, non, finis ce que tu as à faire, tu vas venir. Lorsque je finis la récolte, c'est là que je vais passer au bureau de la maison militaire du président de la République. On a changé même de chef. Il y a l'actuel chef de la maison militaire, le général Franck Toumba, qui va me recevoir. Non, le commandant suprême voudrait te rencontrer. C'est là que je veux aller. Nous sommes en quelle année là? Nous sommes en juillet 2020. Une année et demie après. Il va me recevoir, il me dit, je pense que le travail que tu fais est bon. Je vais t'appuyer. Et depuis, il ne vous avait jamais vu. Il avait juste entendu parler. Il avait juste entendu parler. J'ai rencontré le président. Parler plus de vos œuvres que de la personne, oui, ou des deux à la fois. J'avais rencontré le président de la République la première fois, au mois de janvier 2019, lorsque il est investi président de la République. La première réunion du haut commandement militaire, les généraux étaient là. Tous, on a fait la réunion qu'on devait faire. À la fin de la réunion, on a pris une photo. Il a pris une photo avec les généraux. C'est là qu'on les saluait, chacun individuellement, pour se présenter. C'est la première fois que je le rencontre. Après, plus rien. Et j'arrive en 2020. On m'amène chez le commandant suprême qui me dit, j'apprécie ce que tu veux faire. Il m'encourage en fait. Il dit, tu fais un grand travail. Il faut aller, il faut pousser. Tu as besoin de quoi? J'ai dit, mes besoins sont énormes. Que je ne sais pas étaler ici. Je risque peut-être de vous effrayer. Parce que ce que je vois, les ambitions et tout ce que je vois là-bas, nos besoins sont énormes. C'était quoi sa réponse après? Il a dit non, vas-y, il faut me dire, prépare un document. Je vais préparer un document. Il me dit, toutefois, avec mon directeur de cabinet, je vais voir à l'époque les directeurs de cabinet et Béran Colombier. Je vais voir, et puis on va le voir. Il dit non, vous l'appuyez. Je vais commencer maintenant à voir le moyen, de manière. Les moyens en termes de quoi? D'engins, de frais, des fonctionnements? Non, là c'est d'abord de frais de fonctionnement. Okay. On commence quand même à m'allouer des frais de fonctionnement. Je vois que même la rémunération, on commence quand même à apporter une oreille attentive. Un directeur au service national touchait 90 000 francs congolais. Et le commandant du service national, il avait quelque chose comme 300 000 francs et tout. Et lorsque je fais le premier plaidoyer, il dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Les directeurs passent de 90 000 francs à 330 000 francs. Donc il y a une révalorisation. Révalorisation. On n'avait pas de tenue. Lorsqu'on fait une demande, on dit non, on nous appuie, nous avons la tenue, nous avons les audios, nous avons ceci. Ah. Les 2 mois là ont été déterminants. Je vois qu'il y a vraiment une grande volonté de ce côté-là. C'est là que je vais proposer, je vais aller avec un projet. J'ai dit, nous avons l'ambition d'agrandir les champs, mais nous aurons un problème avec la main-d'œuvre. Yeah. Pourquoi ne pas prendre les jeunes Koulouna, ceux qui font des problèmes ici, on va les reconvertir, ils vont être une bonne main-d'œuvre. Parce qu'à la fois, à Kinshasa, il y avait ce problème qui était décrié, qu'il y a des Koulouna, on n'arrive pas à trouver de solution. J'ai dit, bon, on peut proposer. Je propose, le commandant suprême est à Gore. Le 4 novembre, nous commençons à prendre le premier groupe, on les amène ici. Il faut dire qu'au début de cette initiative, lancée par Laurent Désiré Kabila, ouais, il n'y avait pas cet angle-là de la formation liée à la formation et à l'encadrement des jeunes, c'est-à-dire on le découvre ouais, avec votre arrivée. Et pourtant c'est prévu. C'est prévu dans le texte qui porte création, organisation okay, et fonctionnement du service national, il est prévu la formation des jeunes. Pour une réinsertion ou pour le valoriser. C'est prévu. Donc tout ce que vous faites entre dans le cadre de vos prérogatives. Dans les prérogatives, je ne sors pas en dehors des prérogatives. C'est prévu, même la professionnalisation, l'agriculture, l'élevage, la construction de routes, la construction de ponts, tout y est. Dans le texte qui porte création, organisation et fonctionnement du service national. C'est parce que pendant une longue période, tout cela n'a pas été mis en œuvre, que les gens ne savaient pas, ça n'a pas été tellement vulgarisé pour que les gens comprennent que ce sont
ce sont quelques-unes des missions qui sont dévolues au service national. On vient de découvrir un peu l'historique du service national, de ce centre pilote Laurent Désiré Kabila, ici à Kanyama-Kasese. Ouais. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes en termes, on commence par le champ, ouais. Qui est un peu votre créneau. Vous en êtes aujourd'hui avec la production agricole. Où est-ce que vous en êtes? Super, parce que vous parlez que de Kanyama-Kasese, mais moi je vous dirais qu'en dehors de Kanyama-Kasese, le centre où nous sommes, le centre pilote Laurent Désiré Kabila, nous avons des centres, plusieurs centres. Dans le Katanga, à Bungu, c'est à 80 km de Lubumbashi, nous avons des champs. En Kando, nous avons des champs. À Lovo, nous avons des champs. En Konko, dans les Kassai, nous avons des champs. À Katouambi, nous avons des champs. L'élevage, parce que vous parlez de Kanyama-Kasese, où est-ce que nous en sommes? Parti de 200 hectares, d'abord parti avec l'idée de faire 50 hectares, nous sommes arrivés à 200 hectares. Nous sommes aujourd'hui à 5000 hectares. La campagne agricole 2024-2025, nous avons emblavé rien qu'à casser ces 5000 hectares. Et nous sommes en train de les récolter, comme vous pouvez le voir. Nous sommes en pleine récolte. En termes de formation, vous avez combien de jeunes que vous Nous avons 5000 jeunes qui sont en formation. Vous les voyez, ils sont en train de travailler ici. Ils sont aussi dans des domaines plus variés. Ici, ils sont en train de faire la construction. Vous allez trouver ceux qui font la menuiserie, qui font l'agriculture, qui font la mécanique. On a 5000 jeunes en formation actuellement à Kanyama-Kasese. Au début j'allais pas dire de cette formation, au début de cette opération, vous preniez les jeunes, surtout à Kinshasa. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les jeunes de Kinshasa qui sont ici. Au départ, pourquoi vous tenez à voir les jeunes de toute la République? Oui, au début, on avait commencé avec les jeunes de Kinshasa. Étant la capitale, il y avait beaucoup plus de risques. Nous pensions qu'il fallait quand même désamorcer la bombe. Ce n'était pas facile, ma chère. Vous voyez, la mission d'encadrer des jeunes, mais quel type de jeunes? Les jeunes délinquants. Vous connaissez le phénomène Koulouna. Ils étaient violents. Ils ne répondaient à aucune règle, à aucune loi. Ce n'était pas facile. Et très peu de gens nous donnaient la chance de réussir. Rien qu'à les former. Pas passer à l'étape suivante de le réinsérer. Les gens doutaient, ils vont le prendre, ils vont le tuer, ils vont les abandonner et tout et tout. Non, moi aujourd'hui, vous pouvez voir, on n'a pas seulement formé, on les a réinsérés. Ils sont devenus membres du service national, ils ont une rémunération. Et parmi eux, vous voyez, il y a maintenant des commandants. Vous avez des commandants. La femme qui est à côté, que vous avez vue, qui s'appelle Renate, elle a été de la première vague. À Salakutuba, déclaration au départ de Kinshasa. Mais aujourd'hui, elle est commandant compagnie, ici. Vous avez vu les briques, c'est elle qui commande, c'est elle qui fait. Elle est toute contente du travail qu'elle est en train d'abattre. Mais pourquoi nous avons cherché à prendre les autres jeunes d'autres provinces? Le service, il est national. On a besoin de faire un brassage national. Si tu observes bien, tu vas regarder que dans notre pays, la jeunesse est manipulée. Vous voyez la jeunesse qui dit, moi je suis du Bandundu, moi je suis de l'Équateur. On n'a pas un langage nationaliste. Je suis juste congolais en fait. Très peu disent que je suis congolais. Ils disent, moi je suis katangé. C'est une faiblesse. C'est parce que cette jeunesse, pendant longtemps, elle n'a pas été préparée à voir les choses, à voir le Congo comme une nation, comme une grande famille. Tout le monde a tendance à se recroqueviller sur sa propre province. Et nous, au service national, avec la mission que nous avons, c'est de faire le brassage national, d'amener les jeunes à se sentir congolais partout où il va se retrouver. Que c'est son pays. On a besoin d'une cohésion, on a besoin de cet esprit de nationalisme où chaque Congolais va se sentir bien chez lui, où chaque Congolais est prêt à aller servir le pays, est prêt à aller servir la nation dans n'importe quelle province. Est-ce que ça marche? Très bien. Très bien, parce qu'aujourd'hui, vous savez... Vous ne pouvez même pas dire le contraire. Je vous dirais que ça marche parfaitement bien. Ici, parmi les bâtisseurs que vous voyez, ils sont venus de plusieurs provinces, subissent la formation et lorsqu'on le déploie, ils n'ont même pas besoin de savoir où ils vont aller. Ils disent, je suis prêt à aller partout où on va m'envoyer. Vous allez les interroger, vous allez voir. Ils sont contents d'aller parce que nous avons inculqué ces valeurs en eux. Ils sont contents et prêts à servir la nation partout où ils vont être. Ils sont à Kanyama-Kasese, tous ne sont pas originaires du Olomami. Mais ils y vivent correctement, sans problème. Et aujourd'hui, on le retrouve ici, mais également ailleurs, à Kinshasa. On le retrouve à Kinshasa, on le retrouve dans le Bandundu, on le retrouve au Congo central, on le retrouve dans le Grand Kassa, on le retrouve
au Katanga. À l'Est, on n'a pas pu parce qu'avec la situation qu'il y avait pendant qu'on les formait, la situation était... Mais plus tard, on déployera le bâtisseur de la nation sur l'ensemble du territoire national. En général, vous êtes attendu sur un autre site Ouais. parce qu'il y a un autre confrère qui tient vraiment à parler de vous, à parler avec vous sur les perspectives d'avenir du service national. Alors moi, je veux vous libérer pour aller rejoindre le confrère Jean-Pierre Kaimbe qui vous attend sur un autre site. Moi, j'avais le plaisir de parler avec vous, de revenir quand même. C'est toujours important de toujours se remémorer. Je m'avais posé la question de savoir... laquelle? Ici, nous sommes sur un site qui s'appelle Mandala City. Nous sommes en train de construire une cité ici. Vous voyez, c'est la construction des appartements, de luxe. Il y aura un centre de conférence ici, des réunions, parce que nous estimons, nous pensons qu'il faut lier la théorie à la pratique. Ok. On peut organiser par exemple des conférences sur l'agriculture, des colloques sur l'agriculture. Pas les faire comme nous l'avons toujours fait à Kinshasa, à Lubumbashi, dans des grands centres urbains. Il faut le faire dans une ferme. Comme ça, vous liez la théorie à la pratique. Nous discutons dans une salle de réunion. Si on ne se met pas d'accord, allez, nous allons tous sur le terrain, nous discutons. Et nous faisons l'échange d'expérience. Nous allons tirer profit, les autres vont tirer profit. En fait, on voudra inciter les autres acteurs, étatiques ou privés, à investir dans l'agriculture, à faire quelque chose. Et pour y arriver, il faut avoir quand même un beau cadre d'accueil, un beau cadre d'hébergement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut dire que KCC se métamorphose. Absolument. Se métamorphose. Toi, tu as été ici la première fois, je crois, en 2021. En 2021. Ah, mais là, aujourd'hui, tu vois. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on puisse dire qu'il n'y aura plus la rigueur? La rigueur n'existera plus à KCC parce que ça sera un lieu où il fait beau vivre. Déjà, nous, aujourd'hui, on sent qu'il fait beau vivre. Au-delà de vent qui est un peu gratuit, mais les conforts y est de plus en plus. Négatif. Parce que dans l'imaginaire des Congolais, on pense que lorsque quelqu'un va dans une formation militaire ou paramilitaire, il doit aller souffrir. Non, mais il faut souffrir. Non. C'est-à-dire, il faut qu'il la rigueur, parce que vous avez dit, comment on peut dire, la rigueur n'est pas avec la maltraitance. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que quand quelqu'un va être maltraité, il va être bien formé. Non. Ça peut radicaliser la maltraitance. Hein. Ça peut même le dévier et il donne il ne donne pas le meilleur de lui-même. C'est comme dans une école aussi. Lorsque vous voulez former un bon militaire ou un bon bâtisseur de la nation, c'est au centre. S'il a raté dans sa famille ou dans la famille, ici on lui apprend comment il faut être propre par exemple. Mais si vous voulez jeter dans la maltraitance, vous pensez qu'il doit être sale pour bien apprendre. Mais vous n'allez pas, vous ne créez pas les bonnes conditions d'apprentissage. Il doit apprendre à être propre au centre. Il doit apprendre à se raser au centre. Il doit apprendre à bien se coiffer au centre. Il y a même un règlement logistique sur l'alimentation. Il doit savoir comment manger. Il y a un mess, il doit savoir à telle heure, c'est l'heure, je dois aller au mess, je dois aller manger, comment je dois me tenir, je ne dois pas, la bille au côté. On ne va pas se bousculer pour aller à la table. Ça s'apprend aussi ici. Ça fait partie de la discipline. Si au centre, on ne lui a pas inculqué toutes ces bonnes valeurs, c'est là que vous voyez un militaire qui sort de la formation, vous le voyez en ville, à la tiba lunette fumée, à la tiba loquette pince, à la tiba torche, à la tiba menotte, à la tiba biloko ebelebele. Qui lui a appris ça? Est-ce qu'on lui a appris ça? Peut-être qu'on lui a jamais appris ça. On lui a pas appris et la nature ayant horreur du vide, il commence maintenant à se faire des idées que pour être un bon militaire, un bon commando, à la biloko, la film. Et c'est pas bon. C'est pas bon, c'est de l'indiscipline en fait. Kolat et bâtisseur, na tongo tango zo kende na chantier, il faut la tandingeni. Ceux qui ont blessé à Kolata par exemple, Godiote, ba saleli mukanda za na autorisation. Tout mon ayo awa, suki ebele, mandefo ebele, aussi orati teni na ndenge na yo. Non, c'est pas admis. La discipline commence par là. Moi, je vais vous laisser rejoindre le confrère Jean-Pierre Kaimbe sur un autre site. Merci. Et je donne le rendez-vous aux téléspectateurs. Je crois que je suis ici. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs juste après l'entretien que mon confrère Jean-Pierre Kaimbe. Alors, on se dit à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Élisée. D'un site à un autre, nous nous trouvons sur ces champs aussi vastes que la planète Terre, avec ces doseurs qui tournent à plein régime. En général, vous avez vous-même au volant, travaillant avec passion, en transpirant, aux manettes, oui. Je suis pas du Ben. Vous le faites avec beaucoup de passion. Vous avez dit hors caméra que vous faites ce que vous aimez le plus. En effet, comme je vous l'ai dit, lorsque je me trouve dans une ferme, que ce soit Kanyamaka CC ou dans toute autre ferme du service national, ou même dans ma ferme privée, je me sens. Tout ce qui touche au champ. Oh là, la terre, la brousse, la campagne. Vous vous sentez à l'aise? Non, je me sens heureux. Tu vois, à l'inverse de ce que je sens à Kinshasa lorsque je suis au volant d'une voiture, le stress qu'il y a parce qu'il y a les embouteillages, parce qu'il y a des gens qui dérangent sur la route, parce qu'il y a ceci ou cela. Ici, je me sens vraiment libre, je me sens bien, je peux me concentrer sur ma tâche journalière et l'accomplir convenablement et tranquillement. D'habitude, on voit des chefs qui viennent en inspection, il est là debout, donnant des ordres, mais vous prenez vous-même les manettes. C'est mauvais. Moi, je dirais, vous faites l'inspection de quoi? Il faut travailler. Vous faites partie de l'équipe qui travaille. C'est vrai, vous allez concevoir, vous êtes dans un bureau, vous concevez. Mais l'inspiration, il y a d'autres inspirations qui viennent lorsque vous êtes aux manettes. Vous voyez les machines, comment elles se comportent. Vous comprenez la réalité des choses. Un chef qui est sur terrain, il comporte mieux les choses. Même quand je ne suis pas cassé, je suis loin. Lorsqu'on m'appelle, on me dit que nous avons un problème à tel endroit. Je sais exactement c'est où. Nous avons un problème sur telle machine. Je sais comprendre exactement c'est quoi comme problème. Nous pouvons discuter avec les techniciens. Nous pouvons trouver des solutions. Décidément, on ne se repose pas ici à KCC, mon général. D'un côté, on fait la récolte et de l'autre, on a commencé le dessouchage. Comment allons nous reposer? Ce pays a besoin. Ce pays a des grands besoins. Ce pays a des problèmes qu'il faut résoudre. Les problèmes ne vont pas attendre que vous les résolviez quand vous voudriez. Il faut le résoudre parce que la population a besoin des résultats, a besoin de voir les résultats du travail qui est fait à KCC. Et donc on ne se repose pas tant qu'on n'aura pas atteint les objectifs, tant qu'on n'aura pas réglé le problème qui sont le nôtre, on ne va pas se reposer. D'où tirez-vous cette énergie débordante? On peut qu'on se demande quand est-ce que vous prenez le temps de vous reposer, de dormir. C'est vrai, les gens me posent toujours cette question. Quand je suis à Kinshasa, je suis au four au moulin. Quand je suis à l'intérieur, vous voyez, j'aime être sur terrain. Je me repose quand je peux. La nuit, quand on n'a pas des opérations de nuit, on se repose. La récolte, nous la faisons nuit et jour. Mes collaborateurs peuvent le témoigner. Il y avait des fois, on allait jusqu'à 3 h du matin, on se lève encore le matin. Maintenant qu'on a un peu beaucoup plus de machines, on peut travailler jusqu'à 22 h, 23 h. Ici, nous sommes en pleine opération de dessouchage. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire l'ouverture de nouveaux champs. C'est une brousse. Il faut maintenant défricher, il faut rendre ça exploitable. Généralement, au pays, on dit nous avons 80 millions de terres. Arable, comment? Arable, c'est juste un beau discours, un mot, une phrase. Mais cela ne fait pas de ces 80 millions d'hectares arables en 80 millions d'hectares exploitables. Il y a encore du chemin à parcourir. Il faut le rendre exploitable. Donc, il faut le dessoucher. Quand vous le dessouchez, ici, on va passer 3, 4, 5 fois opération. Comme ici, c'est la première fois que vous allez exploiter ces sols. C'est la première fois que nous sommes en train de le faire. Et il faut bien, parce que le tracteur, les machines, quand ils vont entrer pour s'aimer, pour récolter, doivent trouver un terrain qui est propre, qui est propice à ce genre de travail. Par jour, on peut arriver à combien d'hectares avec cette machine? C'est l'étape la plus laborieuse. Et c'est l'étape la plus coûteuse. Ça consomme beaucoup de carburant, des pièces de rechange. C'est la période la plus stressante pour moi en tant qu'agriculteur par expérience. Vous pouvez faire ça, mais et ne pas l'exploiter demain. Et l'exploiter peut-être 3 ans après. Parce qu'il faut encore mettre des moyens. Enlever la moindre racine qu'il y a, rendre plat, et tout ça, c'est pas facile. Après ça, il y a d'autres opérations qui viendront. Oui, dans ce champ, il y a plusieurs autres opérations. Nettoyage, premier labour, deuxième labour, troisième labour, nettoyage, ainsi de suite. Et nous avons plusieurs machines qui sont déployées dans cette zone en train de faire. Combien d'hectares, je saurais vous le dire. Je saurais vous le dire parce que ça dépend de la densité d'arbres qu'on trouve d'un endroit à un autre. Au finish, vous voulez faire combien? 8000 hectares. Au finish, cette année, je veux faire 8000 hectares. Donc nous allons avoir 2 groupements de production. Le premier groupement, c'est lui qui est ici, et le deuxième groupement sera à Sakadi. Sakadi, c'est un site qui appartenait autrefois au ministère de l'Agriculture. Ils ont mis de l'argent, ils ont dessouché, ils ont du matériel.
mais ils ont abandonné ou ils ont mal exploité. Et le commandant suprême, lors de son passage ici, après avoir reçu ce rapport, il a dit que c'était un gâchis. Il fallait qu'on donne ça carrément au service national pour l'exploitation. C'est un site de 2000 hectares. Ici, nous allons faire 6000, 7000 hectares, plus les autres qui sont là-bas. Ça sera notre deuxième groupement de production. L'objectif, c'est de faire cette année 8000 hectares de maïs. Avoir autour des 40 000 pour avoir une production entre 40 et 45 000 tonnes. On est à 25 000 tonnes On est à 25 000 tonnes. Si on doit comparer au premier chiffre de récolte de la première année, notre première récolte, on l'a faite en 2019. Ça, c'est la 6e, 7e que nous sommes en train de faire. Donc, en 6 ans, c'était un accroissement de 2500%. Nous sommes partis de 1000% de 1000 tonnes à 25 000. C'est un accroissement de 2500%. Et nous comptons passer à un accroissement de 4000% l'an prochain. Nos ambitions, c'est d'arriver dans les 3 prochaines années à... D'abord, cette année, ça sera la plus grande ferme de maïs au Congo. Et l'année prochaine, Kanyamakase, ce sera la plus grande ferme de maïs en Afrique. Je dis bien en Afrique, pas en Afrique centrale, en Afrique. De l'Est à l'Ouest, du Sud, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, il n'y a pas une ferme en un seul endroit, compilé, compact, 12 000 hectares. Il n'y en a pas, nous serons la première. Pour une fois, on était à Mbujimaï. Cette année, il n'y a pas eu de crise de maïs comme d'habitude. Les gens ne se sont pas donné des coudes pour acheter quelques mécas de maïs là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que pensez-vous que cette stabilité est due notamment à ce que vous avez fait? Absolument. Absolument, parce que ce sont les dépôts que le Service national a ouverts, qui ont été pleins, les gens ont acheté, la période de pénurie est passée. Jusqu'au moment où je vous parle, nous avons encore des dépôts pleins de maïs dans le Kasaï. À Mbujimaï, Kananga, nous les avons. À Lubumbashi, nous les avons. J'ai compris une chose, que l'augmentation vertigineuse de prix dans le Kasaï n'était pas du fait de la rareté, mais juste de la spéculation. La spéculation par les commerçants. Oui, pas des mauvais citoyens. Vous vous rendez que dans le Kasaï, il y a 3 ans, 4 ans, une tonne de maïs est arrivée à 2000 $ tonne. Nulle part au monde on a ce prix-là. Ça s'expliquait par quoi? Maintenant qu'ils savaient et qu'ils savent que le service national a des entrepôts du maïs qu'il y a dans le Kasaï, et ils savent que nous avons déjà commencé la récolte, je crois que Tobébissi Kopnabango. Vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant, les séchoirs et tout ça. Qu'est-ce qui vous manque? Je ne dirais pas que j'ai tout ce qu'il me faut. C'est le début de ce qu'il me faut. Au moins, je peux commencer la récolte au mois de mars parce que j'ai des séchoirs, mais ce sont des séchoirs mobiles de faible capacité. Nous avons l'ambition d'avoir un séchoir de 1000 tonnes jour. Nous avons besoin d'avoir des silos pour stocker notre maïs, parce que la conservation, c'est aussi un problème. Vous pouvez récolter, mais vous conservez mal, et toute la production est abîmée. Mais on va passer à une autre étape. Nous avons besoin de faire la transformation. On ne va toujours pas commencer à envoyer le maïs en grain. Il faut commencer à donner à la population maintenant le produit fini. Parce que lorsque vous vendez le maïs, ils ont encore une étape, ils doivent aller chercher encore des moulins, gauche à droite. Il faut leur donner un produit fini, donc la farine. Alors, vous n'êtes pas que sur KCC, il y a Lovo, il y a Katambi dans le Kasaï central. Congo aussi dans le Kasaï central, Kando dans le Lualaba, Bongo Bongo dans le Katanga. C'est pas beaucoup de choses à la femme en général. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Les besoins dans ces pays sont énormes. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, qui d'autre va le faire à notre place? Vous pensez quel pays viendra le faire à notre place? Oui, nous embrassons beaucoup de choses parce que le pays a beaucoup de problèmes. Et c'est pas mauvais, c'est pas mal. Et au-delà maintenant du maïs, on a vu en atterrissant à l'aérodrome général d'armée Denis Kaloumé, on a été subjugué par ce qu'on a vu, ces pavillons présidentiels avec tous les meubles qu'il faut, rien à envier ailleurs. Quel est le lien entre le champ et cet aérodrome, la modernité que vous imposez de plus en plus? Il ne faut pas isoler Kanyamakase. Il ne faut pas que Kanyamakase reste un lieu isolé. Il faut qu'il soit accessible de plusieurs manières, par route, par train, par air. Par avion, vous pouvez accéder et les conditions d'accueil doivent être plus ou moins acceptables. Vous voyez, la dernière fois, au mois de novembre, nous avons accueilli les commandants suprêmes. Le chef de l'État était ici. Vous allez l'accueillir pas dans la crasse, quand même, dans les bonnes conditions.
quand vous avez un membre du gouvernement, quand vous avez un investisseur privé, vous avez un agriculteur, hein, qui soit privé ou public, qui vient, il veut voir ce que vous êtes en train de faire, il faudrait quand même lui offrir une bonne condition d'accueil, mais aussi de séjour ou d'hébergement. Il faut créer... Ce qu'on a vu à l'aéroport, c'est bien beaucoup mieux que ce qu'on voit ailleurs, avec ces salons présidentiels où on peut prendre une bonne bière quand c'est possible. Il n'y a pas que ce salon, il y a d'autres salons. Hein. D'autres salons VIP qu'on a pu visiter, moi en général. Le vent de la transformation frappe sérieusement sur KCC. Ah oui. Il faut moderniser KCC. Nous sommes en train de transformer, mais pas de manière archaïque. Il faut moderniser en même temps. L'aérogare porte le nom du général d'armée à la retraite Denis Kaloumé. Nous lui rendons un hommage mérité. Il fut le premier commandant du service national à sa création. Il a jeté les bases du service national actuel. C'est un aîné, un général qui était vraiment très dévoué. Mais malheureusement, il n'avait pas beaucoup traîné au service national. Il a été muté ailleurs. Mais ici, nous avons de l'estime, nous avons du respect. C'est comme ça que nous lui rendons un hommage. Vous auriez pu mettre votre propre nom. Pourquoi? Pourquoi mon nom? Je ne veux pas les cultes de la personnalité, hein, parce que je suis là, je commence à vanter moi, ngaï. Non. Bongo, il faut avant d'abord que je parle de moi-même, que je parle d'abord des autres qui m'ont précédé. Parce que eux, ils ont fait avant moi. Comme, c'est qui? C'est Jean-Baptiste ou Jésus qui disait, Jean-Baptiste qui disait, il y a un autre qui viendra après moi, celui-là il sera plus grand que moi. Parce que lorsqu'on posait la même question à Jean-Baptiste, dans la Bible on dit, c'est toi le Messie? Jean-Baptiste a dit, non, je ne suis pas le Messie. Mais voilà, tu fais des miracles, je ne suis pas le Messie, mais celui qui viendra après moi, c'est lui le Messie. Donc moi je ne voudrais pas parler de moi-même, je voudrais parler des autres. Que les autres aussi parlent de moi-même. Ce qui s'est fait ici est formidable, mon général. On a vu la longue piste des 1800 mètres de longueur, 15 à 20 mètres de largeur. On a vu les chars automobiles. À KCC, on peut rouler dans un Fortuner, nouveau modèle, ben pas neuf. C'est bien. Moi, je n'aimerais pas tomber dans le piège de ceux-là qui pensent, quand ils ont de moyens de leur service, ils les concentrent dans la capitale. Il faut amener ça sur le lieu d'exploitation. Ce qui fait la force du service national, c'est pas mon bureau. Ce qui fait la force du service national, ce sont plusieurs sites d'exploitation, notamment Kanyamaka, c'est où on exploite. Les gens qui sont ici doivent être dans de bonnes conditions. Tant mieux. Donc, nous sommes en train de moderniser parce que nous avons des ambitions, parce que nous voudrions donner les goûts à ceux qui sont dans les milieux urbains, de se dire que non, il y a aussi la vie à l'intérieur. Ici, à KCC, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois, moi, commandant de service national, je dormais juste sur un matelas par terre. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait rien. C'est l'homme qui doit transformer son milieu. C'est l'homme. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? C'est nous qui devons transformer, rendre ces milieux agréables pour nous et pour les autres, pour que le travail avance. Et vous allez un peu plus loin d'ailleurs, parce qu'on voit que vous travaillez sur un projet d'un hôpital moderne. Votre ambition, c'est que ce soit le plus grand hôpital orthopédique du pays. Il le sera. Et ce sera à KCC. Il le sera. À 2h30 d'avion, de vol de Kinshasa. Et nous allons nous spécialiser dans l'orthopédie. Il y a plusieurs accidents de travail ici. Nous avons des bâtisseurs, les gens se fracturent, les gens se blessent, ainsi de suite. Ce sont les travaux manuels intenses. On va continuer à faire le tour. Mais aussi, nous disons, nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. C'est vrai, on le voit, par exemple, au Kankokolo, à l'hôpital militaire général, ils sont traités. Mais après, il se pose toujours un problème de réinsertion. Et nous voudrions accompagner cela. D'autres vont aller au Kankokolo, mais si nous avons une clinique spécialisée ici, d'autres on pourra les amener ici. Nous les soignons et après leurs soins, nous les réinsérons. Nous leur donnons un OP de terre, nous les encadrons en leur donnant semences et engrais, ou nous faisons des leveurs. Comme ça, ils ont une autre débouchée dans la vie. Vous voyez, quelqu'un qui a été blessé, qui ne se dise pas que
je me suis sacrifié pour la nation et après la nation m'a abandonné. Je suis abandonné, ouais. Et que je sois abandonné. Ça les rend frustrés. Mais ça a aussi un impact sur ceux-là qui doivent aller se battre. Ils vont se dire, mais ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et vous avez dit, mon général, hors caméra, que les ambulances pour le nouvel hôpital sont déjà arrivées. Affirmatif, sont déjà à Lubumbashi. Et le prochain train qui va arriver ici va amener ces ambulances. Nous avons une ambulance 4x4 parce qu'on peut aller secourir quelqu'un, même là où la route n'est pas très bonne, on peut entrer même dans des champs. Et nous avons une ambulance de bonne route, minibus, bien. C'est au profit de bâtisseurs de la nation, c'est au profit des agents et cadres du service national. Et même les riverains aussi. Les riverains aussi. Les riverains aussi. Ils auront le droit de se faire soigner là-bas. On était à Mandala City, on a vu des maisons, des villas qui poussent des terres. Ouais. Et vos rêves sont grands. Vous voulez faire une grande cité dans, on va dire, cette brousse. Ouais. Une cité habitable, moderne, avec toutes les commodités possibles. Affirmatif. L'idée, c'est que Kanyamaka, ce soit un lieu qui attire les gens. Les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'encadrement des jeunes, qui veulent s'inspirer ou qui veulent venir pour l'échange d'expériences. Nous avons à profiter de l'expérience des autres. Ils ont aussi à profiter de notre expérience dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et donc, il faut créer les conditions idéales, de bonnes conditions de vie. C'est aussi une possibilité pour nous d'inviter les gouvernements, par exemple, à venir tenir une réunion du Conseil des ministres ici, où la question de l'agriculture va être inscrite à l'ordre du jour. On parle, on lit la théorie à la pratique. On fait voir au gouvernement de la République le travail qui est fait, les avantages de faire ce que nous sommes en train de faire, les difficultés. Ils comprendront mieux s'ils sont sur place avec nous. On peut envisager de faire une conférence agricole où les partenaires étatiques et privés vont se retrouver autour d'une table. On définit une bonne politique en matière d'agriculture, d'élevage, de développement rural, d'encadrement de la jeunesse et autre chose. Des partenariats, des stages professionnels par exemple. Des stages professionnels. Avec les entreprises, les universités. Les universitaires, vous voyez, lorsque vous amenez les étudiants, c'est des grands cadres. Vous ne les amenez pas en Mamboa. Vous voyez, vous les amenez dans un cadre bien. Les chercheurs peuvent venir ici. Les journalistes peuvent venir ici. Nous voudrions vraiment créer ces conditions-là. Une cité avec piscine, terrain de foot, terrain de tennis. Vous savez, lorsque nous avions commencé avec la première vague des bâtisseurs, des Kuluna, les gens pensaient qu'ils vont aller dans un mouroir, ils vont aller mourir. Kanyamaka était lié, le nom de Kanyamaka était lié à un mouroir. Il faudra changer, que demain les gens qui commencent à venir à KCC volontairement disent non, moi je veux passer un peu un week-end à Kanyamaka. Bien, parfait. Est-ce que, mon général, dernière question peut-être, vos sites sont-ils sécurisés légalement? Ça, c'est un grand problème. Le service national a connu de grands problèmes. À la création du service national, l'ancien président avait mis à sa disposition plusieurs patrimoines. Mais aujourd'hui, presque tous sont spoliés. C'est le cas de Kanyamaka Sese. Le Kanyamaka Sese, ici où nous sommes, il y a des villageois qui réclamaient que c'est leur ferme. Mais ils ont un titre. Mais c'est dans la concession du service national. Ils ont acquis aussi, ils ont obtenu aussi un titre, un certificat. Fait par qui? Respectant quelle procédure? C'est un problème. Nous avons approché la ministre ayant en charge les affaires foncières dans ses attributions. Nous lui avons parlé, qui a été très réceptive, qui n'attend que la correspondante du service national pour déployer ces techniciens ici afin qu'on délimite la concession du service national et enfin qu'on puisse nous octroyer les titres. C'est ce que nous allons faire pour les différents sites du service national à travers le pays. La spoliation est devenue au Congo une maladie. Les gens vont laisser des terres qui sont disponibles ailleurs, mais lorsque vous commencez seulement à exploiter quelque part, dommage. Et on empêche aux potentiels investisseurs et aux potentiels véritables exploitants d'aller de l'avant. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mon général. On vous lâche, du moins pour cette partie. On vous retrouve sur un autre site. On va visiter les bétails. Bientôt, KCC va également approvisionner le pays avec la viande et beaucoup d'autres choses.
Ce qui est fait ici est impressionnant, chers téléspectateurs. Avec notre consoeur Élisée Odia, on vous retrouve sur un autre site pour continuer cet entretien combien instructif. Je remercie Jean-Pierre KMB alors de m'avoir passé le temps de des annonces pour essayer de clôturer ici sur ce site où on va retrouver quelques chefs-tel. On aimerait bien en parler avec les deux, mais plus avec le lieutenant général. Je crois que Jean-Pierre KMB et le général vont me rejoindre ici. Ils vont m'encadrer. Jean-Pierre, vous pouvez venir de ce côté. Alors, moi, je vous avais laissé, vous avez eu interviewé et on vous retrouve ici. Est-ce que vous avez une question à poser au lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Kabouik par rapport à ce que vous voyez derrière nous? Merci bien, Élisée. Mon général, vous êtes quasi infatigable. Oui. Même sous la pluie, vous ne renoncez pas. Le travail d'une ferme exige qu'on aille un peu au-delà des intempéries. Je ne sais pas si c'est dans la Bible ou un adage qui dit « celui qui regarde le climat ne va pas s'aimer ». Parce que aux autres, India, tu ne vas rien faire. Dans une ferme, il faut aller, il faut faire avec. L'élevage, il pleut, il faut aller. Les bêtes sont là, les bêtes ne cherchent pas un abri, nous non plus. Si on a un travail à faire, il faut le faire. Il ne faut toujours pas trouver des excuses aux intempéries, où le climat n'est pas bon, il y a du soleil. Soit il y a du soleil, soit il y a la pluie, soit il y a du vent. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc on va de la production du maïs à la fabrication des bancs, construction des écoles, des hôpitaux, jusqu'à l'élevage. Ouais. La production et de l'élevage ici, nous, vous savez, pour les bons fermiers, là où il y a l'agriculture, ça doit être couplé avec l'élevage, parce que l'agriculture donne beaucoup d'avantages à l'élevage. Il faut tirer de ces profits-là. Pourquoi je dis ça? Tu vois, nous avons des bêtes. Très prochainement, nous allons installer une minoterie. Lorsque vous fabriquez la farine de très bonne qualité, le 1 quart, ce sont des déchets. Donc, notre minoterie sera couplée à une provenderie. Donc, on va préparer l'aliment pour le bétail, pour les engraisser. Si on fait une minoterie, on a ces déchets-là, la provenderie, et qu'on n'a pas de bétail, donc on va les jeter. Et pourtant, c'est quelque chose de plus. Si vous avez, vous donnez à ces bêtes, si la bête pèse 300 kilos, en quelque temps, la bête va aller à 600 kilos. Donc il y a de la viande, beaucoup de viande. Donc nous sommes en train de vouloir coupler ça. Combien de têtes de vaches voulez-vous avoir sur le long terme? Ici, nous avons plus ou moins 5000 têtes. Ça fait 18 mois qu'on a commencé. Mais nos ambitions, c'est d'avoir même 50 000. On est déjà 5000. On est déjà 5000. Ça allait trop vite. Et il y a plus ou moins 1000 naissances attendues cette année. Donc, rien qu'avec ces cheptels ici, on va arriver à 6000 d'ici la fin de l'année. Mais si on a d'autres acquisitions, comme sont nos ambitions, avec d'autres acquisitions, on voudrait que chaque année, qu'il y ait de nouvelles acquisitions jusqu'à ce que d'ici 5 ans, qu'on arrive peut-être à 25 000, 30 000 têtes de bêtes. Alors, donc, bêtes. Moi, j'aurais tenu un terme bête gestante. Numéro 40, moi j'ai repéré. Numéro 40. Numéro 40, oui. Je l'ai pas vue. Elle doit être quelque part gestante. Ouais. C'est de bon augure pour l'avenir. Oui, c'est de bon augure, c'est-à-dire en termes vulgaires, Azanazemi, Akobota Kalamingite. Et il y en a énormément. Il y en a énormément. Ici, le nombre de bêtes que je vous donne là, 90% sont des génisses, c'est-à-dire des bêtes pour la reproduction. Et la plupart sont gestantes. Parce que nous avons commencé notre élevage, on n'a acheté que des génisses, donc des vaches pour la reproduction, non pas pour la chair, pour la viande. Donc pour la reproduction. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est pour la reproduction. Mais bon, voilà, il y a des veaux, il y a des petits qui naissent, qui augmentent notre cheptel. Mais en tout cas, c'est ça. Au bout d'un certain temps,
La reproduction, ça va aller plus vite. D'ici 2 ans, non, on va atteindre la vitesse de croisière. On avait tenu à passer quelques heures avec vous dans vos différents bureaux, qui sont ces différents sites, ces différents terrains. On vous remercie pour la disponibilité que vous nous avez accordée. Merci. On remercie les téléspectateurs, vous étiez nombreux. Jamais la diversification n'a aussi bien porté son nom. C'est une bonne race, hein? J'apprends aussi. C'est une bonne race, hein? Donc, la diversification, vous avez vu le champ, vous avez vu les constructions, vous avez vu la formation, vous avez vu l'élevage, vous avez tout vu. En passant, ça sera peut-être nos images, nos dernières images que vous allez avoir dans le cadre de cette émission spéciale. Vous allez découvrir comment est-ce que ça se passe au niveau de la menuiserie, comment est-ce qu'on fabrique les différents bancs, parce que faut pas oublier qu'on vous avait laissé à Kinshasa avec la distribution d'énormément des bancs dans plusieurs écoles. Donc, on aimerait bien voir ici, ici aussi. hormis l'atelier de l'Ansele, Ouais, l'atelier d'ici, comment ça se passe, parce que c'est d'ici que partent les bancs vers notamment le Kassai, mais également vers les écoles qu'on trouve ici à Kanyamame. Écoutez, messieurs, moi je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné dans ce compte. On se dit au revoir et on se retrouve très prochainement. Merci, à bientôt.